Bonsoir à tout le monde. Merci d'être avec nous ce soir pour cette nouvelle rencontre avec un chercheur jeune ou confirmé. Ce soir, nous avons un jeune chercheur, mais je veux dire aussi confirmé dans dans le domaine de recherche. J'ai le plaisir d'accueillir dans ce séminaire, les rencontres d'Al-Mukhatabat ce soir, Abdelwaheb Al-Goud, qui est normalien, agrégé de sciences physiques et qui est également docteur en philosophie des sciences par une thèse qu'il a soutenue en octobre 2022 sous la direction de Ali Ben Maklouf à Paris 12, qui porte le titre suivant: L'atomisme et la causalité d'Ibn Sina Avicenne à Fakhreddin Razi, études épistémologiques et théologiques. Et euh, Abdelwaheb El est actuellement co-directeur d'un centre de recherche rattaché à l'Université Paris 6, Paris 6, Mohamed VI Polytechnique. Donc, ce centre de recherche s'appelle Centre de recherche en philosophie arabe classique et en philosophie des sciences. Donc, le domaine de Abdelwaheb El, c'est un peu, on peut dire que c'est un domaine qui allie à la fois la philosophie des sciences et la philosophie arabe classique. Et je pense que c'est quelque chose qui est un peu dans les axes de la revue Al-Mukhatabat. Et ça m'a vraiment fait très plaisir ce soir d'accueillir Abdelwahab Al et d'accueillir bien sûr quelqu'un qui travaille, qui fait des recherches dans ce domaine-là, qui à la fois euh, ses recherches ont un ancrage dans la philosophie arabe classique et bien sûr avec beaucoup de compétences dans le domaine de la philosophie des sciences, et pas seulement de la philosophie des sciences, mais aussi dans les sciences telles qu'elles sont enseignées, pratiquées en tant que sciences exactes, etc. Donc, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir Abdelwahab El ce soir et j'espère qu'on aura le plaisir vraiment tous ensemble de profiter de sa conférence et de profiter de cette rencontre avec lui pour discuter, pour avoir un échange avec lui. C'est un des principes de ce cadre, les rencontres d'Al-Mukhatabat, ce séminaire qui se développe en parallèle avec la publication de la revue trilingue Al-Mukhatabat depuis une douzaine d'années. Donc voilà, je vais lui donner la parole. Il va nous parler ce soir du statut épistémologique de l'analogie en physique contemporaine entre structure mathématique et ontologie physique. Et rendez-vous après pour la discussion. Voilà. Bien, merci. Merci infiniment, cher Hamdi Milika, et merci aux organisatrices et aux organisateurs de ces rencontres et de ce séminaire. Toujours un lieu d'échange passionnant. Alors, mon sujet, effectivement, aujourd'hui, va nous emmener assez loin, pour le coup, de la philosophie arabe classique, parce que là, ce sera vraiment un ancrage dans la philosophie de la physique contemporaine, et notamment, donc, nous allons aborder la notion d'analogie. J'ai essayé de rendre ma communication aujourd'hui la plus accessible possible, l'idée n'étant pas du coup de m'adresser uniquement à des spécialistes, mais vous allez voir que du coup nous allons monter crescendo tout au long de ma communication. Alors en physique contemporaine, les analogies servent à formuler des hypothèses, à construire des modèles, à générer des expériences mentales et parfois à effectuer des prédictions quantitatives. Au-delà de leur efficacité pratique, une question centrale demeure: qu'expriment-elles ontologiquement sur la structure du monde physique? Sont-elles, ces analogies, les reflets d'une unité ontologique ou des artefacts de notre manière de modéliser le monde physique et de le penser? Les physiciens se sont aperçus que des phénomènes très différents pouvaient être décrits par des équations identiques. Par exemple, l'oscillation d'un ressort et la charge d'un circuit bobine-condensateur en série, ou même la propagation d'ondes lumineuses et d'ondes quantiques, sont régies par des équations différentielles du même type. Ces convergences formelles invitent à une double lecture. D'une part, comme simple facilité mathématique,
et d'autre part comme indice d'une organisation structurelle profonde et commune. Un exemple emblématique de cette dynamique est l'emploi de l'analogie dans la formulation des théories quantiques. L'utilisation, notamment au début du XXe siècle, d'idées venues de la mécanique classique, transposées dans le formalisme ondulatoire, a permis notamment à Schrödinger de développer sa célèbre équation. Cette équation, celle de Schrödinger, bien qu'initialement heuristique, est devenue pour la première moitié du XXe siècle une loi fondamentale de la nature. De même, l'analogie entre hydrodynamique et relativité générale a conduit très récemment à la conception de systèmes analogues au trou noir gravitationnel, mais étudiables en laboratoire. Dans ce contexte, il est essentiel de distinguer les niveaux d'analyse. Tout d'abord, le niveau heuristique. L'analogie sert à explorer, à formuler des conjectures, à guider la pensée théorique. Puis le niveau modélisateur. L'analogie sert à construire des modèles formels, à transposer des solutions, à simplifier les calculs. Et enfin, le niveau ontologique. L'analogie révèle une unité structurelle du monde au-delà des apparences empiriques. La présente communication vise du coup à évaluer ces trois niveaux à partir d'exemples concrets et de positions épistémologiques contrastées. L'objectif sera de mieux comprendre ce que signifie, dans le contexte de la physique contemporaine, que de dire que deux systèmes sont analogues. Dans les parties qui vont suivre, nous allons analyser tout d'abord les fondements épistémologiques de l'analogie, en distinguant analogie formelle et analogie matérielle, puis nous explorerons des cas paradigmatiques issus des différentes branches de la physique, qu'il s'agisse de la mécanique quantique, de l'électromagnétisme, la thermodynamique ou encore la relativité générale. Et nous terminerons encore, si le temps le permet, par une discussion sur les implications ontologiques de ces correspondances mathématiques et sur les limites éventuelles de cette approche. Alors tout d'abord, du coup, les fondements épistémologiques de l'analogie. L'analyse épistémologique de l'usage de l'analogie au sein des sciences physiques contemporaines se structure autour de plusieurs axes fondamentaux. Tout d'abord, il convient de définir ce qu'est une analogie et puis de distinguer ses formes. Ensuite, il nous faut examiner les fonctions heuristiques qu'elle assume, puis évaluer sa validité en tant qu'instrument de connaissance. Cette section a pour but de traiter ces aspects à la lumière des théories physiques contemporaines. Une analogie consiste en la mise en relation de deux domaines distincts, dits respectivement domaine source et domaine cible, à travers une correspondance structurale. Selon S, on distingue trois types d'analogies: l'analogie formelle, matérielle et hybride. Les analogies formelles concernent les similarités de structure mathématique sans implication physique directe. Les analogies matérielles impliquent des similarités physiques ou causales. Et les analogies hybrides combinent les deux aspects. Dans le cadre de la physique contemporaine, l'usage prédominant est celui de l'analogie formelle. C'est elle qui permet, par exemple, de traiter la diffusion thermique, la diffusion de particules ou la dissipation électrique à l'aide de la même équation mathématique, bien que les phénomènes physiques sous-jacents soient absolument disjoints. L'un des intérêts majeurs de l'analogie en sciences physiques est son rôle heuristique. Elle permet de générer des hypothèses à partir de modèles connus. Paul Dirac, par exemple, a introduit son équation quantique relativiste pour l'électron en s'inspirant de l'analogie formelle entre la mécanique quantique non relativiste et la relativité restreinte. Nous y reviendrons un peu plus tard, mais sans entrer pour le moment dans les détails techniques de cette analogie, notons que Dirac a élaboré son équation relativiste pour l'électron en poursuivant une analogie formelle entre la structure de l'énergie en relativité restreinte, la structure de l'équation que nous donne l'énergie en relativité restreinte, et en dynamique quantique. En cherchant une équation linéaire qui conserve les symétries de Lorentz tout en respectant la forme de l'équation de Schrödinger, il a introduit une formulation matricielle inédite qui a non seulement intégré le spin comme propriété intrinsèque, mais aussi prédit l'existence de l'antimatière, illustrant ainsi la puissance heuristique et fondatrice d'une analogie mathématique rigoureusement poursuivie. L'analogie sert ainsi de pont entre le connu et l'inconnu. Elle autorise une exploration conceptuelle, une anticipation des comportements d'un système mal compris par transfert depuis un système mieux étudié. Toutefois, cette transposition ne garantit pas la validité empirique, d'où la nécessité de tester expérimentalement les prédictions issues de l'analogie. Carnap
comme Reichenbach, ont considéré l'analogie comme partie prenante de la phase contextuelle de la science, soit la logique de la découverte plutôt que celle de la justification. Dans cette optique, l'analogie n'est pas un argument au sens strict, mais un outil de génération d'idées. Elle participe à la constitution des modèles, à leur articulation à des données empiriques et au transfert de connaissances d'un domaine à un autre. Cependant, certains épistémologues contemporains, notamment Marie Hess, ont montré que l'analogie peut aussi participer à la justification des théories en renforçant leur cohérence interne ou leur plausibilité empirique. On parle alors de validation indirecte ou de soutien abductif. L'une des théories les plus influentes dans ce domaine est celle du réalisme structural, qui postule que ce que les théories scientifiques décrivent de manière fiable est la structure du monde plutôt que ses objets individuels. Selon cette perspective, les analogies formelles ne sont pas de simples outils pratiques, mais les reflets d'une véritable ontologie relationnelle. Worrall soutient que les succès des théories antérieures, bien que réfutés, sont conservés sous forme de structure. C'est cette continuité structurale mise en évidence par les analogies formelles qui fonderait une forme de rationalité du progrès scientifique. Dans ce cadre, deux systèmes obéissant aux mêmes équations sont considérés comme structurellement isomorphes. Malgré son intérêt, l'analogie comporte des risques. Toute correspondance formelle peut donner l'illusion d'une similitude physique qui n'existe pas. De fausses analogies peuvent être trompeuses. On pense au modèle hydraulique de l'électricité, très intuitif d'un point de vue pédagogique, mais fondamentalement erroné sur le plan causal. L'épistémologie moderne insiste donc sur la nécessité d'un contrôle empirique rigoureux. Il est aussi essentiel de reconnaître que toutes les analogies ne sont pas équivalentes sur le plan de l'attrait cognitif. Une analogie peut être élégante sans être féconde, ou féconde mais trompeuse. La prudence conceptuelle est donc de mise, même et surtout lorsque l'analogie semble mathématiquement parfaite. Dans les sections suivantes, nous analyserons des exemples concrets de ces analogies en action, en particulier dans les domaines de la mécanique quantique, de l'électromagnétisme et de la relativité générale, pour évaluer leurs efficacités modélisatrices et leurs implications ontologiques. Alors voyons donc quelques éléments d'analogie formelle en physique contemporaine. L'examen de cas concrets permet de mettre en évidence la fécondité et les limites des analogies formelles en physique contemporaine. Nous analyserons ici plusieurs exemples emblématiques où des systèmes physiques très différents sont décrits par des structures mathématiques identiques, ce qui soulève la question de la signification ontologique de ces correspondances. Alors, je commencerai du coup par l'analogie entre le théorème de Gauss en électromagnétisme et en gravitation. Une analogie particulièrement instructive en physique classique est celle qui relie le théorème de Gauss en électromagnétisme à son équivalent en gravitation newtonienne. Ces deux théories, bien qu'appliquées à des domaines distincts, les champs électriques d'un côté, le champ gravitationnel de l'autre, partagent une structure mathématique commune qui reflète une profonde symétrie formelle dans la manière dont les forces à distance sont conceptualisées. Dans le cas de l'électrostatique, le théorème de Gauss exprime, alors je pense que je vous les ai mis ici, le théorème de Gauss exprime que le flux du champ électrique à travers une surface fermée est proportionnel à la charge Q intérieure enfermée par cette surface. C'est la loi que vous avez à gauche. De façon analogue, dans la théorie newtonienne de la gravitation, le champ gravitationnel G, produit par une masse m, obéit à un théorème similaire que vous avez du coup à droite. Le signe négatif pour le cas gravitationnel reflète la nature attractive de la force gravitationnelle, par opposition à la force électrique qui peut être répulsive ou attractive selon la charge. Ce parallélisme, cette analogie, ne se limite pas à l'écriture intégrale. En formulation locale, les deux champs vérifient des équations différentielles analogues, sous la forme suivante, je vous les ai redonnées, où respectivement ρ et ρm vont désigner la densité de charge électrique et la densité de masse. Sur le plan épistémologique, cette analogie permet d'établir une correspondance structurée entre les concepts de champ, de source et d'interaction.
Les méthodes de résolution mathématiques, comme l'utilisation de la symétrie pour déterminer les champs produits par des distributions sphériques, sont transposables d'un domaine à l'autre. Cela facilite l'enseignement de ces concepts, mais aussi la construction de modèles théoriques plus généraux, comme les théories unifiées. Cependant, cette analogie possède aussi ses limites. Contrairement au champ électrique, qui est vectoriel et peut s'annuler ou changer de direction selon les charges, le champ gravitationnel est toujours orienté vers la masse source et ne change pas de signe. De plus, les masses gravitationnelles ne peuvent être négatives, à la différence des charges électriques. Enfin, dans le cadre relativiste, la gravitation ne se réduit plus à une force de type newtonien, mais devient une manifestation de la courbure de l'espace-temps, rendant l'analogie moins directe au niveau fondamental. Néanmoins, cette analogie a joué un rôle essentiel dans le développement historique des idées sur les champs et les forces, et elle continue d'alimenter la réflexion contemporaine sur les structures énifiantes de la physique. Deuxième cas pratique, les circuits LC et les oscillateurs mécaniques harmoniques. Notre exemple d'analogie est celle entre le comportement du circuit LC et celui des oscillateurs mécaniques harmoniques. Tous deux obéissent à la même équation différentielle, que je vous ai redonnée ici, que l'on appelle du coup l'équation harmonique. La forme de ces équations met en lumière une analogie structurelle forte, là aussi entre les deux systèmes physiques sous-jacents. Pourtant, la nature des grandeurs concernées diffère radicalement. Le déplacement d'une masse suspendue n'a pas la même signification que la tension dans un condensateur. Cette analogie, purement formelle, permet toutefois de transposer des intuitions et des méthodes d'analyse d'un domaine à l'autre. De la même manière, en relativité générale et dans d'autres domaines comme les ondes acoustiques ou les membranes conductrices, un autre domaine riche en analogie formelle est celui de la gravitation et notamment celui de la relativité générale. Je pense notamment aux travaux de William Unruh sur les analogues acoustiques des trous noirs qui montrent que, c'est des travaux très importants qui ont vu du coup des mises en exploitation au laboratoire très récents. Donc ces analogues acoustiques des trous noirs vont montrer que les équations de propagation d'ondes sonores dans un fluide en mouvement peuvent prendre une forme identique à celle de l'équation de champ de la relativité. Et cela a conduit à des expériences en laboratoire visant à simuler des effets gravitationnels comme l'évaporation de Hawking. Ces analogies sont remarquables car elles permettent d'étudier de manière contrôlée en laboratoire des phénomènes que l'on croyait réservés aux grandes échelles astrophysiques. Toutefois, elles ne signifient pas que les fluides et l'espace-temps partagent une nature commune ontologiquement. Leurs structures mathématiques sont isomorphes, mais leur ontologie est disjointe. Dans son article de 2019, Véro Julien propose une analyse épistémologique des explications how possibly en physique théorique, en prenant pour exemple les modèles analogues comme celui des membranes pour les trous noirs. Il y distingue deux types de contributions explicatives. Tout d'abord, les explications how actually, qui décrivent des mécanismes réels, et deux, les explications how possibly, qui montrent comment le phénomène ou un phénomène pourrait se produire sans prétendre à une description fidèle de la réalité. Véro Julien argue que ces dernières, bien que spéculatives, jouent un rôle crucial en physique en élargissant l'espace des possibilités conceptuelles et en guidant la recherche vers des théories plus robustes. Il souligne cependant que leur légitimité dépend de leur cohérence interne et de leur capacité à générer des prédictions testables, même si celles-ci ne sont pas immédiatement vérifiables. Cette perspective éclaire le statut des analogies en gravité quantique, où des modèles comme l'analogie fluide entre trous noirs et systèmes hydrodynamiques offrent des pistes pour comprendre des phénomènes autrement inaccessibles tout en restant conscient de leurs limites ontologiques. Encore un dernier exemple peut-être sur le lien entre optique géométrique et mécanique quantique. L'optique ondulatoire offre aussi des analogies puissantes avec la mécanique quantique. L'équation de Helmholtz, qui décrit la propagation d'ondes lumineuses, est mathématiquement proche de celle de Schrödinger dans un potentiel stationnaire. Cela permet l'utilisation de techniques comme le principe de Fermat ou la méthode WKB dans les deux domaines.
On retrouve aussi des analogies entre les réseaux de résonateurs optiques et les puits quantiques multiples. Dans les deux cas, l'interférence et le couplage des modes mènent à des phénomènes de bande et de localisation. Ces analogies ont été mises à profit pour simuler en optique des comportements quantiques difficiles à observer autrement. Dans son analyse de l'applicabilité des mathématiques aux phénomènes physiques, Steiner souligne que les analogies formelles ne sont pas de simples coïncidences, mais révèlent une harmonie préétablie entre structure mathématique et réalité physique. Son approche, qui interroge pourquoi les mathématiques fonctionnent si bien, renforce l'idée que les correspondances, comme celle entre l'équation de Schrödinger et l'optique ondulatoire, ne sont pas fortuites, mais pointent vers une structure profonde du réel. Steiner va jusqu'à suggérer que cette efficacité pourrait être un argument en faveur d'un réalisme platonicien où les entités mathématiques préexistent à leur découverte empirique. Bien que Fraser fournisse une explication convaincante du succès instrumental des analogies formelles, sa position soulève deux questions majeures. Tout d'abord, celle du statut ontologique des structures mathématiques. En rejetant toute interprétation réaliste des analogies, Fraser, dans sa réponse euh, à Steiner, nous dit, ou risque plutôt, de tomber dans une forme d'instrumentalisme structurel qui ne rend pas compte de leur pouvoir prédictif. Et ensuite, celle de la généralisation de son modèle explicatif. Le cas de transfert entre matière condensée et physique des particules qu'elle cite, la renormalisation, les trous de Dirac, pourraient eux-mêmes impliquer des continuités ontologiques partielles non reconnues par son analyse. Je poursuis sur l'équation de la chaleur et l'équation de diffusion des particules. L'équation de la chaleur, vous la connaissez, elle est formellement identique à l'équation de diffusion de Fokker-Planck, dont nous reparlerons un peu plus loin, et qui régit la probabilité de présence d'une particule dans un mouvement brownien. Cela autorise des transpositions théoriques d'un domaine à un autre avec des outils partagés comme les transformés de Fourier, les solutions fondamentales ou les conditions aux limites. Une telle analogie a aussi une portée philosophique. La diffusion thermique est un phénomène physique macroscopique, tandis que la diffusion de probabilité touche à l'interprétation même du réel en termes de probabilité. Ainsi, l'analogie fait le lien entre régimes ontologiques différents. À ce stade, nous pourrions exhiber trois grandes familles d'équations différentielles qui pourraient suffire à rendre compte d'un nombre incalculable de pans distincts de la physique contemporaine. Je vous les ai rappelés ici. Tout d'abord, l'équation d'évolution temporelle de type oscillateur harmonique, on en a parlé un peu plus tôt. L'équation d'onde de type diffusion, propagation spatio-temporelle avec irréversibilité intrinsèque due à la dérivée première par rapport au temps, et l'équation d'onde de type d'Alembert pour la propagation spatio-temporelle sans irréversibilité intrinsèque. Ces quelques exemples, ce que l'on a cité jusqu'à présent, montrent que les analogies formelles peuvent être très puissantes du point de vue de la modélisation. Toutefois, elles n'impliquent pas nécessairement une identité physique sous-jacente. Le concept de théorie effective est ici utile. Deux domaines peuvent partager une structure à un certain niveau d'échelle ou de description, sans pour autant être réductibles l'un à l'autre. Cela renforce une vision épistémologique pluraliste où les modèles sont multiples, partiellement superposables, mais non unifiables en une théorie unique. L'analogie devient alors une stratégie parmi d'autres pour tenter de lever le voile de la réalité. Par quelques implications ontologiques et philosophiques de l'analogie. La richesse des analogies en physique contemporaine, celles que nous avons exhibées, ne se limite pas à leur utilité heuristique ou modélisatrice. Elle soulève aussi des questions fondamentales sur la nature de la réalité, la signification des modèles théoriques et le statut même des objets de la science. Cette section propose une exploration des implications philosophiques et ontologiques des analogies scientifiques en examinant les différents courants de pensée qui s'y confrontent. Le réalisme scientifique soutient que les théories scientifiques décrivent, au moins approximativement, la structure de la réalité. Dans ce cadre, les analogies mathématiques entre domaines distincts sont interprétées comme des indices d'une structure sous-jacente commune.
Les réalistes structuraux, comme John Worrall, Ladyman ou Ross, avancent que c'est la structure mathématique partagée qui constitue la partie réelle des entités physiques. Ainsi, le fait que des systèmes si différents que des trous noirs et des fluides en mouvement soient décrits par des équations similaires ne serait pas une coïncidence. Cela révélerait une forme de continuité ontologique ou de structure universelle sous-jacente. Toutefois, cette interprétation se heurte à la difficulté d'identifier ce que signifie concrètement cette structure au-delà de la simple formalisation mathématique. À l'opposé, l'instrumentalisme considère les théories scientifiques comme des instruments de prédiction efficaces, sans engagement ontologique. Dans cette perspective, les analogies mathématiques sont vues comme des artefacts méthodologiques. Leur valeur réside dans leur pouvoir de généralisation et leur capacité à engendrer des prédictions dans des domaines nouveaux. Les analogies, dans ce cadre, ne témoignent pas d'une similitude réelle entre les systèmes, mais seulement d'un isomorphisme dans les structures de modélisation. Les succès d'une analogie n'impliquent pas une correspondance profonde entre les phénomènes, mais seulement ou simplement la robustesse de certains schémas mathématiques dans des contextes divers. Une position intermédiaire est offerte par le structuralisme épistémique, qui soutient quant à lui que ce que nous connaissons du monde, ce sont ses structures, non ses objets. Selon cette approche, le contenu du monde, ce sont ses structures, ou le contenu, ainsi, le contenu ontologique des théories scientifiques réside dans les relations formelles entre les entités et non dans les entités elles-mêmes. Ainsi, les analogies mathématiques seraient des révélateurs de ces structures invariantes. Cela permet d'unifier la diversité des phénomènes observés sous un cadre conceptuel unique, sans pour autant postuler l'existence d'une substance commune. C'est une forme d'ontologie minimaliste qui respecte la portée descriptive des mathématiques tout en restant prudent sur leur portée ontologique. Certains philosophes des sciences, comme Nancy Cartwright ou Ronald Deer, défendent une approche pluraliste où les théories ne forment pas un système unifié, mais une mosaïque de modèles locaux. Dans cette optique, les analogies sont contextuelles, limitées et ne permettent pas de dégager une réalité universelle ou homogène. Les analogies formelles seraient alors des ponts provisoires, utiles mais contingentés, entre des représentations multiples de la réalité. Cette vision relativiste invite à la prudence dans l'interprétation des analogies et à ne pas confondre convergence formelle et unité ontologique. De même, bien que Bokulik fournisse une analogie convaincante du rôle heuristique des analogies dans le cadre des travaux de Maxwell et Helmholtz, sa position soulève au moins deux questions. Tout d'abord, le problème de la sous-détermination. Si les approches maximalistes, comme celle de Maxwell, ou minimalistes, celle de Helmholtz, aboutissent aux mêmes équations, quels critères permettent de juger de leur valeur explicative relative? Et par ailleurs, la généralisation historique, le cas de l'électromagnétisme du XIXe siècle, est-il représentatif des cas des pratiques contemporaines où les analogies jouent souvent un rôle plus local et temporaire dans la recherche? Au-delà de ces positions, de ce catalogue de positions que je viens de vous offrir, l'analogie peut être envisagée comme un opérateur à double fonction, épistémique dans sa capacité à générer du savoir et ontologique dans sa propension à reformuler la question de ce qui existe. Elle agit comme un révélateur de symétrie, d'invariance, de principes profonds. L'enjeu devient alors de clarifier les critères permettant de distinguer les analogies fertiles des analogies superficielles, et cela implique un travail critique sur les modèles, leur domaine de validité, leur traduction interprétative et leur pouvoir explicatif. Ainsi comprise, l'analogie participe d'une démarche scientifique réflexive où la frontière entre la description du monde et sa compréhension ontologique est sans cesse renégociée. Quelques cas paradigmatiques, on va entrer un petit peu plus dans les détails. Si j'ai encore le temps, l'une des analogies, oui, parfait. L'une des analogies les plus marquantes de la physique moderne
et celle qui relie l'équation de Schrödinger, fondement de la mécanique quantique, et l'équation d'onde de l'optique ondulatoire classique. Cette analogie, à la fois historique et structurante, a joué un rôle fondamental dans la découverte, l'interprétation et la formulation de la théorie quantique. L'optique ondulatoire décrit la propagation de la lumière comme un phénomène ondulatoire régi par l'équation d'onde classique. En 1926, Erwin Schrödinger, inspiré par les travaux de Louis de Broglie sur la dualité onde-corpuscule, propose une équation décrivant la dynamique d'une particule quantique sous la forme d'une onde complexe, la fonction d'onde. Cette équation, formellement proche de celle d'une onde harmonique, décrit l'évolution temporelle de la fonction d'onde selon le potentiel dans lequel évolue la particule. La similarité entre ces deux équations est alors frappante. L'équation d'onde classique en une dimension, voilà, je vous l'ai donnée à gauche, et l'équation de Schrödinger, dans le cas d'un puits stationnaire, je l'ai donnée à droite. La première, celle de gauche, est une équation hyperbolique. La seconde est une équation différentielle linéaire du second ordre, elliptique ou parabolique selon le contexte. Pourtant, toutes deux partagent une même structure d'évolution d'une grandeur étalée ou d'une grandeur qui s'étale dans l'espace et le temps. En distinguant bien les deux, on verra un peu plus tard avec Dirac pour parler de l'espace-temps. La fonction d'onde en mécanique quantique présente des phénomènes d'interférence et de diffraction analogues à ceux observés dans l'optique classique. La célèbre expérience des fentes de Young, réalisée avec des électrons, confirme ce parallélisme. Les électrons, pourtant considérés comme des particules, avant Louis de Broglie, donnent lieu à des figures d'interférence typiques des ondes lumineuses. Cependant, au-delà de cette ressemblance expérimentale, l'analogie s'arrête au niveau conceptuel. La fonction d'onde n'est pas un champ physique réel, comme l'est le champ électromagnétique, mais une amplitude de probabilité. Ce passage du réel au complexe, du déterminisme classique à la probabilité quantique, marque un changement de paradigme radical. L'analogie a une portée heuristique remarquable ici. Elle a permis aux physiciens de transposer intuition, technique de calcul et représentation visuelle de l'optique vers la physique quantique. Le langage même de la mécanique quantique, interférence, onde stationnaire, diffraction, est emprunté à l'optique. Cependant, cette analogie a également entraîné des malentendus. La tentation de concevoir la fonction d'onde comme une onde physique dotée d'une réalité matérielle a alimenté des controverses interprétatives encore vives aujourd'hui. Par exemple entre l'interprétation de Copenhague, l'interprétation de Bohm ou l'approche des mondes multiples. Cette analogie est exemplaire d'un cas où une correspondance formelle mathématique a ouvert un domaine théorique entier. Toutefois, elle montre aussi que la réutilisation des concepts classiques dans un nouveau cadre peut être source de confusion si elle n'est pas accompagnée d'une révision interprétative. Elle invite donc à une réflexion épistémologique sur le statut des outils de modélisation. Leur pouvoir d'évocation est fort, mais leur ancrage ontologique reste fragile. Le défi consiste à tirer parti de l'analogie sans en devenir prisonnier. Deuxième cas paradigmatique intéressant, l'analogie gravitationnelle entre trou noir et hydrodynamique, je vous en parlais tout à l'heure. Depuis la formulation de la relativité générale par Einstein en 1916, les trous noirs se sont imposés comme des objets théoriques fascinants, notamment depuis les travaux qui ont suivi, et des laboratoires naturels pour sonder les lois extrêmes de la physique. Toutefois, leur inaccessibilité expérimentale directe a longtemps limité leur exploration aux seules prédictions théoriques. Une avancée majeure a été proposée en 1981 par William Unruh, qui a démontré qu'un fluide en écoulement pouvait, sous certaines conditions, reproduire le comportement d'un trou noir, notamment l'existence d'un horizon des événements acoustiques. Cette analogie, à la fois conceptuelle et formelle, a ouvert la voie à une nouvelle approche, les analogues gravitationnels. Ces systèmes permettent d'étudier des effets prédits par la relativité générale dans des environnements contrôlés de laboratoire. Leur intérêt dépasse le simple mimétisme. Ils offrent une fenêtre expérimentale sur des phénomènes extrêmes, comme l'évaporation de Hawking, qui relient la relativité, la mécanique quantique et la thermodynamique. L'enjeu est alors double.
évaluer la validité physique de cette analogie et comprendre ce qu'elle révèle ou non sur la nature de la gravitation. Unruh a montré que les petites perturbations d'un fluide en écoulement peuvent être décrites par une équation d'onde dans un espace-temps courbe effectif. Partant des équations d'Euler linéarisées pour un fluide barotrope, sans viscosité et à écoulement irrotationnel, on obtient une équation d'une forme qui est la suivante et qui est une forme avec phi le potentiel de champ de vitesse et g mu la métrique effective qui dépend de la vitesse et de la densité du fluide. Cette équation-là est une équation qui a pour objet uniquement un fluide. Et pourtant, nous avons une représentation ici qui est mathématiquement, formellement, la même qu'en relativité générale. Ce résultat implique que les perturbations acoustiques se propagent comme si elles évoluaient dans un espace-temps courbe dont la géométrie est déterminée par les paramètres hydrodynamiques. Lorsque la vitesse d'écoulement dépasse la vitesse locale du son, une surface acoustique de non-retour se forme, analogue à l'horizon des événements d'un trou noir gravitationnel. L'un des aspects les plus fascinants de cette analogie est la possibilité de reproduire un horizon des événements en laboratoire. Dans un écoulement convergent supersonique, une région apparaît où les ondes sonores ne peuvent plus s'échapper vers l'amont. Cet horizon acoustique joue un rôle identique à celui d'un horizon gravitationnel. Des expériences ont été menées dans divers systèmes physiques pour modéliser ce phénomène: condensat de Bose-Einstein, écoulement d'eau, fibre optique non linéaire, réseau optomécanique, etc. Par exemple, dans les condensats de Bose-Einstein, la densité et la vitesse du condensat peuvent être contrôlées précisément pour générer des configurations analogues à celles des trous noirs. Les ondes de matière y jouent le rôle de perturbations acoustiques et la métrique effective peut être ajustée en fonction des conditions expérimentales. Une des prédictions les plus célèbres de la gravitation quantique semi-classique est le rayonnement de Hawking, selon lequel un trou noir émet un spectre thermique en raison des effets quantiques près de l'horizon. Or, l'équation du champ acoustique dans les systèmes analogiques présente des similarités structurelles permettant de tester expérimentalement cette prédiction. Le rayonnement de Hawking dans les trous noirs acoustiques serait dû à la création spontanée de paires de quanta, photons, phonons ou autres, à proximité de l'horizon acoustique. Les premiers résultats expérimentaux suggèrent l'existence d'un spectre thermique analogue, bien que les défis techniques soient considérables avec le bruit thermique, le faible signal ou la stabilité des horizons. En 2016, donc très récemment, Steinhauer a observé dans un condensat de Bose-Einstein des corrélations compatibles avec une émission de type Hawking. Même si les résultats restent sujets à interprétation, ils marquent un tournant en permettant de passer du théorique à l'observable dans un contexte analogue. D'un point de vue épistémologique, l'analogie gravitationnelle entre trou noir et hydrodynamique soulève plusieurs questions majeures. D'abord, la structure mathématique commune ne signifie pas nécessairement que les deux systèmes partagent une nature physique identique. L'isomorphisme entre les équations ne garantit pas une unité ontologique, mais peut refléter un modèle effectif pertinent dans un domaine restreint. Les trous noirs acoustiques ne sont pas de véritables puits gravitationnels et les phonons ne sont pas des gravitons. Ensuite, cette analogie montre l'efficacité cognitive du réalisme structurel. Ce n'est pas la matière qui importe, gravitation, hydrodynamique, mais les relations formelles entre entités. Les métriques effectives émergent de l'organisation du fluide, comme les géométries gravitationnelles émergent de la distribution d'énergie-matière dans l'espace-temps. Enfin, on peut interroger la portée prédictive et explicative de l'analogie. Elle a permis de concevoir des expériences inédites, de tester des concepts abstraits et d'enrichir notre compréhension de la gravité. Mais elle n'explique pas la gravitation en tant que telle. Elle fournit une modélisation transposée, heuristiquement féconde, mais ontologiquement prudente. Malgré ces promesses, l'analogie hydrodynamique de la gravité présente des limitations importantes. Tout d'abord, les domaines de validité restreints.
La correspondance mathématique ne vaut que pour des régimes linéaires sans viscosité, à température nulle ou très basse. Ensuite, l'absence de courbure réelle. La géométrie n'est pas une propriété intrinsèque de l'espace-temps, mais une approximation effective d'un champ dans un fluide. De plus, les métriques analogiques ne vérifient pas, bien entendu, l'équation d'Einstein que je vous rappelle ici. Et enfin, il n'y a pas d'unification avec la matière. La matière dans les trous noirs acoustiques est toujours classique. Il n'y a pas de couplage effectif entre géométrie et champ quantique. Cependant, ces limites ne réduisent pas la valeur scientifique de l'analogie. Elles soulignent simplement que l'identité formelle ne se traduit pas mécaniquement en identité physique. Le cas des trous noirs acoustiques illustre également la fécondité interdisciplinaire de l'analogie. Il mobilise la mécanique des fluides, l'acoustique, la physique quantique, la relativité générale et les mathématiques appliquées. L'analogie devient ici un opérateur de convergence entre des champs auparavant disjoints. Elle stimule aussi une relecture des concepts fondamentaux, la notion d'horizon, de métrique, la causalité, l'information, l'entropie, la notion de champ quantique. En un sens, les trous noirs acoustiques reconfigurent les frontières entre les disciplines en suggérant qu'il est possible de simuler la gravité sans gravitation. Une piste de recherche émergente consiste à considérer la gravité comme elle-même un phénomène émergent, analogue à un comportement collectif issu d'un substrat plus fondamental, notamment le cas dans la gravitation quantique à boucle. Dans ce cadre, les analogies acoustiques ne sont pas des substrats plus fondamentaux. Dans ce cadre, pardon, les analogies acoustiques ne sont pas de simples modèles, mais des indices conceptuels d'un changement de paradigme. Jacobson, Padman Baham ou encore Verlinde proposent des approches où les lois de la gravitation découlent de principes thermodynamiques ou informationnels, analogues au comportement hydrodynamique ou statistique. Ces perspectives, certes radicales, relient l'analogie au fondement même de la géométrie physique, en remettant en question son caractère fondamental. Si ces approches s'avéraient fructueuses, les analogies ne seraient plus seulement des outils heuristiques, mais des passerelles ontologiques entre les échelles et les domaines de la réalité. L'analogie entre trou noir et hydrodynamique représente une des expressions les plus audacieuses du potentiel épistémique de la pensée analogique en physique contemporaine. Elle démontre que, même dans un domaine aussi abstrait et inaccessible que la gravitation, des structures formelles partagées permettent d'accéder à une connaissance indirecte mais opératoire. Cette démarche illustre une tension productive entre modélisation effective et réalisme structurel. Loin de trancher définitivement la question ontologique, l'analogie révèle la complexité des médiations entre mathématiques, physique et monde réel. Elle impose la prudence interprétative, mais offre aussi une puissance explicative remarquable. Alors, je souhaitais aussi vous parler de l'équation de diffusion et la mécanique statistique, mais je vais peut-être passer et aller directement à une partie dont je vous avais parlé en introduction, qui concerne justement Paul Dirac et l'analogie entre mécanique quantique et relativité restreinte. Parce que là aussi, dans les années 20, le jeune Paul Dirac cherche à unifier deux piliers fondamentaux de la physique, la mécanique quantique non relativiste, qui est très jeune encore dans ses balbutiements, formulée notamment par Schrödinger et Heisenberg, dont l'équation de Schrödinger décrit l'évolution d'une particule à faible vitesse, et la relativité restreinte d'Einstein, qui impose une symétrie entre l'espace et le temps, et qui va même unifier en une seule structure, qui est celle de l'espace-temps, pour les lois physiques, et interdit que les lois fondamentales privilégient un référentiel donné par rapport à un autre. L'équation de Schrödinger, bien que très efficace, n'est pas compatible avec la relativité restreinte. Elle est intrinsèquement non relativiste car elle fait intervenir une dérivée d'ordre 1 par rapport au temps, mais d'ordre 2 par rapport à l'espace, rompant ainsi la symétrie espace-temps propre à la relativité. Dirac cherche donc une équation qui soit linéaire en les dérivées, comme celle de Schrödinger, pour des raisons physiques et interprétatives,
tout en respectant la structure formelle de la réactivité restreinte, à savoir les symétries de Lorentz, et qui soit en même temps, bien sûr, compatible avec la mécanique quantique. C'est ici que l'analogie formelle va jouer un rôle fondamental. Dirac s'appuie sur le fait que l'énergie en relativité restreinte d'une particule libre est donnée par l'équation que je vous ai donnée au-dessus, E carré égale P carré fois C carré plus M carré C4. On reconnaît le E égale mc2 lorsque P est égal à 0, la quantité de mouvement. Cette relation, utilisée par Schrödinger dans une version relativiste et par Klein-Gordon, mène à une équation quadratique, l'équation de Klein-Gordon. Mais cette dernière pose des problèmes. Des solutions avec des énergies négatives, des probabilités non conservées, etc. Pour éviter ces problèmes, Dirac cherche une solution linéaire de cette relation. Il postule une équation linéaire en E et P, ce qui l'amène à introduire des matrices alpha et bêta, telles que, je vous les ai redonnées donc juste en dessous, E, l'énergie, soit égale à alpha, la matrice, fois P fois C, plus bêta fois MC2. Cette formulation impose des conditions de commutation sur les matrices alpha et bêta, ce qui conduit à leur représentation en termes de matrice 4-4, ce qui à son tour introduit naturellement le concept de spin, un degré de liberté intrinsèque de la particule, et prédit l'existence de l'antimatière, à savoir les solutions d'énergie négative. Dirac n'a pas dérivé son équation uniquement par logique formelle, il a été guidé par une analogie formelle puissante entre la structure de l'énergie relativiste et la forme que devrait prendre une équation d'évolution quantique compatible avec la relativité. Cette démarche analogique n'est pas simplement heuristique, elle a ouvert un nouveau cadre théorique, elle a prédit des phénomènes nouveaux, comme le positron, découvert expérimentalement en 1932 par Karl Anderson, et a modifié notre compréhension ontologique de la matière. En ce sens, Paul Barta propose, dans nombre de ses travaux, une analyse rigoureuse des arguments par analogie en science, distinguant leur rôle dans la généralisation d'hypothèses de leur fonction dans la justification théorique. Dans By Parallel Reasoning, il développe notamment un cadre formel pour évaluer la force des analogies, basé sur une similarité structurelle entre domaine source et cible. Son article de 2010 notamment met en lumière les critères épistémiques qui permettent de discriminer les analogies fécondes, comme celle de Dirac en mécanique quantique et relativité, des simples métaphores. Il insiste notamment sur l'importance des relations de second ordre, les relations entre relations, pour fonder la validité des transpositions analogiques. Si j'ai encore quelques minutes. Oui, oui, bien sûr. Parfait. Faut aller jusqu'au bout. Très bien. Bah, je vais du coup vers ma dernière partie. Avec tous ces développements, il y a des questions qui se posent sur les structures mathématiques et leur relation à l'ontologie physique, justement. Tous les développements précédents ont mis en évidence de nombreuses analogies formelles entre systèmes physiques très différents, tous décrits par des équations mathématiques identiques ou très proches. Cette convergence interpelle, du moins m'interpelle, je pense peut-être vous aussi. Ces identités mathématiques traduisent-elles une réalité physique sous-jacente ou ne sont-elles finalement que des artefacts modélisateurs? La réponse à cette question engage une réflexion sur la nature même de la connaissance scientifique. Et en particulier, elle met en tension deux visions opposées mais historiquement entremêlées. Une vision réaliste, selon laquelle les structures décrites par les mathématiques reflètent l'organisation ontologique du monde, et une vision instrumentaliste, pour laquelle les modèles mathématiques ne sont que des outils prédictifs sans prétention ontologique. Entre ces deux pôles, le réalisme structurel tente de concilier le succès des modèles mathématiques avec une prudence ontologique. Ce que les théories décrivent fidèlement, ce ne sont pas des objets, mais des structures relationnelles. De nombreux exemples discutés dans la présente communication illustrent une convergence formelle impressionnante des systèmes totalement hétérogènes comme les circuits électriques, les oscillateurs mécaniques, les trous noirs et les fluides turbulents obéissent à des équations semblables. Cette convergence, loin d'être anecdotique et systématique, elle fonde la transférabilité des méthodes de résolution
du moins des méthodes de résolution mathématiques, la réutilisation des concepts et la construction de modèles analogiques. Par exemple, là aussi d'un point de vue pédagogique, je me répète quelque peu, mais l'équation de Schrödinger est mathématiquement proche de l'équation de Helmholtz, ou encore l'équation de la chaleur coïncide avec celle de Fokker-Planck, ou bien l'équation des perturbations acoustiques dans un fluide simule la propagation dans un espace-temps courbe. Dans chacun de ces cas, la structure mathématique précède ou révèle une structure physique. Cette situation pose une question épistémologique fondamentale. La répétition des mêmes structures mathématiques dans des contextes empiriques différents peut être, peut-elle être interprétée comme le signe d'une organisation réelle du monde indépendante de notre modélisation? Le réalisme structurel, défendu notamment par John Worrell, répond positivement à cette interrogation. Pour lui, ce que les théories conservent à travers les révolutions scientifiques, ce ne sont pas les objets, qui sont changeants, mais les structures mathématiques. Ainsi, la science progresse, selon toujours John Worrell, en approfondissant la structure invariante du réel, même si les interprétations varient. Dans cette perspective, les analogies formelles ne sont pas des coïncidences heuristiques, elles expriment une réalité relationnelle. Deux systèmes décrits par les mêmes équations ne sont pas identiques matériellement, mais sont isomorphes structurellement. Leurs propriétés physiques sont organisées selon des relations qui se correspondent, ou qui, oui, se correspondent point par point. Ce réalisme structurel peut être ontologique, le monde serait constitué de structures, ou épistémique, nous ne connaissons que les structures et pas les entités. Dans les deux cas, les analogies formelles prennent une valeur cognitive forte. Elles révèlent ce que la science peut connaître ou peut nous donner à connaître du réel. À l'opposé, une lecture instrumentaliste des analogies considère les structures mathématiques comme de simples outils euh, de calcul. Selon cette position, il est inutile, voire trompeur, de supposer que les équations traduisent une réalité physique. Leur succès est lié à leur puissance prédictive, non à leur vérité ontologique. Je pourrais, si je devais illustrer, se dire que les équations de Newton peuvent aujourd'hui être considérées comme épistémologiquement fausses, mais extrêmement utiles. Pour envoyer un satellite sur Mars, nous n'avons pas besoin de la relativité générale d'Einstein, qui est pourtant épistémologiquement beaucoup plus féconde que les lois de Newton, mais seules les lois de Newton peuvent suffire. Dans ce cadre, les analogies formelles, du coup, sont des artefacts techniques. Elles traduisent l'efficacité des méthodes de modélisation, la commodité des représentations ou les symétries imposées par la nature des choses, mais seulement sur notre façon de les décrire. Cette approche invite à la prudence interprétative. Toute lecture ontologique d'une analogie risquerait de nous induire en erreur. L'histoire des sciences offre de nombreux exemples de fausses analogies, séduisantes mais trompeuses, sur le plan épistémologique. Les modèles hydrauliques de l'électricité, l'analogie entre fluide et lumière dans l'éther luminifère, et tant d'autres. Entre ces deux extrêmes, la notion de modèle effectif permet d'adopter une posture intermédiaire. Un modèle effectif est un modèle valide pour un certain régime d'échelle, sans prétention à une vérité ultime. Il peut coexister avec d'autres modèles, complémentaires mais non nécessairement réductibles. Les analogies formelles prennent alors une signification localisée. Elles expriment une ressemblance de comportement à un niveau donné d'abstraction, sans appliquer une unité de substance ou de structure ultime. Deux systèmes peuvent avoir le même comportement dynamique, sans partager la même constitution physique. Ce cadre est celui du pluralisme épistémique, défendu notamment par Nancy Cartwright, selon lequel la science ne vise pas une théorie unifiée du tout, mais une mosaïque de modèles adaptés à leur contexte. L'analogie devient un opérateur de traduction entre ces modèles, sans engager une thèse ontologique forte. Malgré ces divergences interprétatives, un consensus émerge. Les analogies formelles ne sont pas neutres. Elles participent activement à la production de la connaissance scientifique, et ce, peu importe les courants de pensée.
Elles servent à générer des hypothèses, c'est leur fonction heuristique, à construire des modèles, c'est leur fonction modélisatrice, à tester des prédictions, leur fonction expérimentale, ou encore à guider l'interprétation, et ce serait leur potentielle fonction ontologique. Dans ce cadre, la structure mathématique agit comme un révélateur d'invariance. Les analogies ne sont pas de simples ressemblances extérieures, mais des symétries internes aux théories. Elles suggèrent que le monde est structuré, que ces structures sont détectables et qu'elles se manifesteraient à travers des régularités formelles. C'est en ce sens que l'analogie dépasse la simple métaphore. Elle opère comme une méthode de mise en évidence de ce qui reste constant à travers la diversité des phénomènes. Si l'on admet que les structures mathématiques décrivent fidèlement une partie du réel, la question devient: qu'est-ce que cela nous dit de la nature du monde? Plusieurs auteurs ont proposé de considérer que la réalité n'est pas faite d'objets aux propriétés intrinsèques, mais de réseaux de relations décrits mathématiquement. Cette thèse d'une ontologie relationnelle trouve un terreau favorable dans la physique contemporaine. Par exemple, la mécanique quantique remet en cause l'individualité des objets. La relativité décrit les propriétés d'un événement en fonction de son cadre de référence. Ou encore, la gravitation peut être vue comme une courbure de relations géométriques. Dans ce contexte, les analogies formelles entre systèmes disjoints deviennent les indices d'une réalité relationnelle profonde, où ce qui compte, ce n'est pas ce que les choses sont en soi, mais comment elles sont reliées. Néanmoins, cette perspective ne va pas sans risque. L'identité d'équation ne garantit pas une identité de phénomène. Une analogie peut être formellement parfaite, mais empiriquement trompeuse. L'histoire des sciences montre combien l'excès de confiance dans les analogies peut conduire à des impasses théoriques. Il est donc essentiel de maintenir une vigilance critique en vérifiant systématiquement le domaine de validité de l'analogie, les hypothèses implicites des modèles, les écarts conceptuels entre les systèmes comparés, ainsi que la traduction interprétative des équations. L'analogie doit rester un instrument de travail, non un dogme explicatif. Elle éclaire, mais ne remplace pas l'analyse empirique et conceptuelle. En définitive, les analogies formelles engagent une dialectique entre structure mathématique et réalité physique. Elles rendent compte d'un ordre formel du monde, mais la nature de cet ordre, contingent ou nécessaire, objectif ou construit, reste une question ouverte. L'efficacité des analogies suggère qu'il existe des régularités profondes dans le comportement des systèmes physiques que les mathématiques permettent de capter. Mais leur interprétation exige une réflexivité constante sur le rôle des modèles, des symboles et des cadres théoriques. L'analogie devient alors le lieu d'un dialogue entre mathématiques, physique et philosophie. La discussion sur la relation entre structure mathématique et réalité physique met en lumière le statut épistémologique central de l'analogie en physique contemporaine. Ni simple outil, ni vérité absolue, l'analogie est une forme intermédiaire de connaissance qui articule description, modélisation et interprétation. Elle témoigne de la puissance structurante des mathématiques, mais aussi de la complexité de leur ancrage dans le réel. Elle engage une vision du monde où les structures sont premières et les objets secondaires. Une vision à la fois prometteuse et exigeante qui appelle à une philosophie critique de la modélisation scientifique. Et je vous remercie. Euh, Merci beaucoup, Abdelwaheb, et bravo. Vraiment, j'applaudis comme Anne-Françoise cette performance ce soir. Merci beaucoup. Et bien sûr, son intérêt, c'est surtout si elle nous donne à réfléchir. Nous allons revenir, bien sûr, sur notre bagage épistémologique, sur toutes les questions qu'on a déjà, sur lesquelles on a longtemps travaillé en philosophie des mathématiques, en philosophie de la physique, en épistémologie de façon générale. Et ça nous vraiment stimule, ça stimule la réflexion et bien sûr, ça nous pousse à vous poser, Abdelwaheb, quelques questions, bien sûr, relativement à votre conférence, à votre démarche méthodologique, bien sûr, et puis à votre
la façon avec laquelle vous avez structuré à la fois des données qui sont très détaillées, très poussées en physique contemporaine, mais aussi cette capacité que vous avez dégagée ce soir un peu à encadrer tout ça philosophiquement et épistémologiquement. Si vous permettez, Anne-François, je vais juste poser une petite question rapide à, Abdelwaheb, parce que vraiment, votre conférence est bien sûr très riche et il y a beaucoup de points qui donnent à réfléchir et qui sont intéressants. Et personnellement, j'ai non seulement appris, bien sûr, je dois encore relire certaines choses pour revenir sur des points de votre conférence pour les approfondir davantage. Mais je crois que votre conférence s'insère dans la problématique des rapports entre physique et mathématiques notamment. Et d'abord, ma petite question, est-ce qu'on peut mettre sur le même plan structuralisme mathématique et structuralisme physique, c'est-à-dire structure mathématique et structure physique? Est-ce que l'analogie, c'est pas ça tout à fait son rôle, c'est un petit peu de rapprocher des modes de structuralisme en sciences qui peut-être n'ont pas vraiment, c'est-à-dire il faut être, comme vous avez dit, prudent à ne pas les mélanger ou ne pas les confondre. Et puis votre prudence ontologique, c'est pas un peu une version du rasoir d'Occam. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire être prudent ontologiquement? C'est-à-dire se méfier des formalismes, des abstractions. Alors, on est plein dedans. On est plein dans les analogies formelles qui font finalement je dis pas qu'elles se substituent à la réalité, au réel toujours voilé de Bernard d'Espagna, mais presque. Donc, comment faire dans ce cas? Comment doit-on comprendre cette prudence ontologique et la lier immédiatement aux vertus euh, heuristiques des analogies formelles? Merci, merci pour d'abord pour votre retour et pour ces belles questions qui sont effectivement fondamentales. Alors, mettre sur le même plan structure mathématique et structure physique, du point de vue du physicien, la structure du monde réel, donc la structure physique, découle directement de son modèle. On n'a pas accès directement à la structure du monde physique, on n'y a accès qu'à travers une modélisation. Et cette modélisation est nécessairement mathématique. Elle l'est en tout cas au moins depuis, alors si on reprend un petit peu d'histoire, non pas depuis Galilée, même si c'est l'un des figures majeures pour la physique européenne, mais elle l'est déjà depuis bien avant. Je pense notamment à un magnifique travail de Sylvie Noni sur Aboul Barak al-Baghdadi, que je vous invite à lire pour ceux qui s'intéressent à ces questions-là, où il y a toute une réflexion sur la structure mathématique du monde euh, avec un héritage grec et vers une dimension extrêmement féconde là-dessus. Donc, structure mathématique, structure physique, n'ayant pas accès directement à la structure physique du monde réel, nous ne pouvons que y avoir accès par modélisation, ces modélisations se faisant que à travers des structures mathématiques, on ne les met pas sur le même plan, et c'est justement tout le souci que de les confondre. Et c'est là où effectivement on met le doigt sur quelque chose d'extrêmement important, et c'est là où la prudence ontologique doit intervenir. Confondre le modèle et ce qu'il est censé représenter, c'est une erreur ou un pas euh, qu'il s'agit de ne pas faire justement. Alors on le fait en philosophie des sciences, où on est du coup alors plutôt dans la branche très spécifique de la métaphysique des sciences, c'est-à-dire si je considère à dessein que je confonds le- nos lois physiques avec une vérité absolue, que me disent-elles, ces lois physiques, sur le monde? Mais c'est une démarche qui est faite, c'est-à-dire qu'on part du postulat que on confond ces deux niveaux-là. Du point de vue des analogies, le problème est précisément celui-ci. Il consiste à dire, si je considère que les analogies me disent quelque chose de la structure du monde physique, l'analogie étant, elle, un support mathématique, alors je risque de confondre justement ces deux niveaux. La prudence ontologique, elle consiste précisément à se dire,
l'analogie ne peut pas se suffire à elle-même. L'analogie peut être là d'un point de vue heuristique, elle peut être là d'un point de vue pédagogique, elle peut même être là d'un point de vue euh, de l'émergence d'une science, mais pas d'un point de vue de sa justification. Elle est là d'un point de vue de la fécondité parce qu'elle va me permettre d'ouvrir toutes les potentialités de mon esprit en explorant tous les cas possibles dans ce que Averroès appellerait le monde du fantasme. Donc laissant libre cours à ma fantaisie par les analogies et inspiré par les différents pans de la physique que je connais. Face à un problème nouveau dans un autre domaine, je peux essayer d'aller appliquer les différentes méthodes ou les différents points de vue. Et ensuite les tester. Et c'est là toute l'importance de cette prudence ontologique, c'est le fait de ne pas tout donner à l'analogie, mais non plus, il ne faut pas non plus effectivement lui fermer cette porte parce qu'elle est d'une fécondité absolument extraordinaire. D'accord. Euh, Anne-François Schmitt, tu veux prendre la parole ou... Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Abdelwaheb? Juste à la fin, vous avez parlé de Dirac, l'analogie entre mécanique quantique et- et restreinte, relativité restreinte. Est-ce que Einstein était au courant de ça et est-ce qu'il a accepté ça ou parce qu'on sait très bien que Einstein, bon, enfin, je sais pas, n'apprécie pas bien la physique quantique. Alors le grand dilemme d'Einstein portait plutôt sur l'interprétation de la mécanique quantique que sur la mécanique quantique elle-même. Il n'y a pas spécialement de problème avec la mécanique quantique en tant que telle. C'est le fait justement de confondre structure mathématique et structure physique qui lui posait un grave problème en disant mathématiquement, il n'y a rien à redire à la mécanique quantique, même dans sa version non relativiste, mais elle ne décrit pas, elle n'est pas la structure physique, mais c'est une structure mathématique tout à fait satisfaisante de ce point de vue-là. Il dira de Paul Dirac qu'il est le seul esprit à lui avoir fait peur, à l'avoir effrayé de par son intelligence. Une intelligence telle qu'il a D'accord. réussi à effrayer Einstein. Sur, Euh, Ben, sur, oui, bien sûr, allez-y. pardon, sur l'équation de Schrödinger, euh, il y aurait une lettre d'Einstein qui fait toute une série de critiques à l'équation de Schrödinger, mais de l'autre côté de la feuille, il aurait écrit c'est génial. une anecdote qui en dit effectivement long et mais Voilà, effectivement, oui, oui, absolument. il était au courant effectivement des travaux de Dirac. On sait ils ont communiqué entre eux sur, notamment sur cette question-là et sur la formulation de l'équation de Dirac ensuite, en disant que alors de mémoire, hein, je cite Einstein, mais que cette équation ne pouvait sortir que de l'esprit d'un génie ou quelque chose comme ça. Mais oui, donc oui, c'est effectivement quelque chose qu'il connaissait très bien. Oui, si Amdi prétend que je dois parler en premier, d'abord je vous félicite, bien entendu, pour tout ce travail mais j'aimerais le compléter. Parce qu'au fond, vous parlez beaucoup de modélisation, ou plutôt de modèles, en disant bien qu'il ne faut pas les prendre pour la réalité, parce que les modèles viennent toujours en multitude, hein. Dire que l'un est plus vrai que l'autre finit par donner une théorie fausse, comme disent Feynman et Poincaré, hein. On a une théorie fausse. Mais ce qui m'intéresse, au fond, pour donner un cadre à votre à votre exposé, moi, je dirais d'une part que l'analogie dépend aussi, chaque fois qu'on fait une analogie, de l'organisation des sciences que nous avons. Et ça, on l'oublie souvent. Cette organisation peut être hiérarchique, peut être comme une topologie algébrique comme chez Poincaré, ou etc. Mais ça, c'est très important. Et d'autre part, moi, je dirais que le critère de l'analogie, je suis d'accord avec vous que c'est un opérateur. Alors là, je suis d'accord tout à fait parce qu'un opérateur ne dépend pas d'une discipline particulière. Ce n'est pas une opération.
C'est tout à fait autre chose. Et- mais je verrais comme critère d'analogie, plutôt que le test empirique, enfin, bien sûr, le test empirique, si on peut le construire, mais aussi voir si les hypothèses des modèles utilisés sont compatibles avec les connaissances fondamentales. Si vous regardez les accidents technologiques, par exemple comme ce qui s'est passé au, au stade de Fouriani, vous souvenez de ça? Un stade qui s'est effondré. Le modèle avait été fait par un ingénieur de l'INSA de Toulouse. Il avait fait, il était pressé, il a fait un modèle, mais il n'a pas vérifié que ce modèle était compatible avec les lois de Newton. Là est le critère fondamental. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, je mets plus d'importance ontologique à la compatibilité qu'à l'analogie. Et donc, je développerai plus que vous parlez de physique et de structure mathématique. Bon, pour ça, à mon avis, notre vieux Feynman est très important parce que il montre juste dans la physique à quel moment les mathématiques sont nécessaires. Hein, Mais, comment dire, à mon avis, il faudrait, pour donner sens à un sens, comment dire, plus large à votre intervention, euh, réfléchir beaucoup plus entre les rapports en théorie et modèle. C'est pas du tout banal. Hein, c'est pas du tout banal. Et vous avez un peu éliminé ce problème en parlant de structure. Voilà. Alors, on pourrait traiter les choses un peu différemment philosophiquement. Voilà, mais, mais bon, ce sont pas des critiques, c'est des façons de traiter un peu différemment ces problèmes. Mais j'ai trouvé très intéressant. D'autre part, il y a un autre problème sous-jacent. C'est celui des relations. Est-ce purement relationnel? Ou est-ce des relations qui rejoignent des termes? Ça, c'est une grande discussion qu'on voit au début du XXe siècle. Par exemple, Poincaré dit qu'il n'y a aucun critère qui nous permet de dire que la distance de ma tête à mon bureau est plus petite que celle de ma tête au soleil. Il n'y a aucun critère. Tandis que pour Russell, il y a un critère empirique. Et là, comment dire, là aussi, ces choses-là se jouent. Vous voyez, selon la façon dont les deux, à mon avis, les deux positions peuvent se tenir sous des formes différentes. Moi, j'essaye si vous voulez, il y a une mathématicienne italienne qui s'appelle Olivia Caramello. Est-ce que vous connaissez son travail? Non. C'est une femme qui met en rapport des théories mathématiques qui, en principe, n'ont au départ rien à voir. Moi, je fais un peu la même chose en philosophie que les mathématiques. C'est- Et le problème des relations et des termes euh, prend une signification différente. Dans votre exposé, le terme, les termes, c'est plutôt ce qu'on touche physiquement, ontologiquement. Et les relations seraient plutôt mathématiques. Voilà, c'est une bonne façon de traiter les choses, mais on peut les traiter autrement. Sûr. Voilà, voilà les remarques. Mais je vous félicite par la précision de votre travail. Sur la question des trous noirs et des ondes, je vous recommande les travaux de Norma Sanchez, Oui. qui était au CNRS, qui a travaillé toute sa vie sur les trous noirs.
et qui maintenant travaille beaucoup sur les relations de compatibilité entre la quantique et la relativité. Ce serait une personne très intéressante à inviter, Hamdi. D'accord, c'est noté. D'accord, on va essayer d'organiser ça le plus rapidement possible. Alors, une réaction à Abdelwaheb ou... Un remerciement tout d'abord, hein. Merci infiniment pour ce retour. Effectivement, vous avez totalement raison. Je ne prétends pas avoir ni épuisé le sujet, ni traité le sujet de l'unique voie possible. Effectivement, il y a toujours une Oui, limite. absolument. C'était tout à fait clair dans votre exposé. Et ça, je vous en félicite. Merci. Je vous en félicite. Mais effectivement, cette notion, alors distinction théorie-modèle extrêmement importante, et cette notion de relation, effectivement, elle est centrale ici. Et la notion de relation entre quoi? On parle aussi de relations de second ordre, donc ce serait des relations entre relations, et puis on peut aussi Bien sûr. poursuivre comme ça la perspective. Euh, donc oui, c'est une boîte, presque une boîte de Pandore qu'il s'agit Bien d'ouvrir, sûr. mais qu'il est passionnant à mon sens de creuser. Ouais. Pour Russell, toute fonction est une fonction de fonction. On voit le vertige qui nous Oui, saisit. absolument. Absolument. Euh, merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Euh, voilà, donc... euh, oui, alors, Mohamed Barhoumi. Oui, Anne-Françoise Schmitt, avant de donner la parole à Mohamed. Non, une chose qui est très intéressante avec vos idées, une chose très intéressante à comparer, c'est les relativités de Poincaré, celle de Poincaré et celle d'Einstein. L'une, ce qui se fait par compatibilité, et l'autre comme généralisation des équations de Maxwell. C'est vraiment très intéressant. Et il y a des gens en France qui estiment que la relativité, c'est Poincaré. Édouard de Heisman, il va parler en février, je crois. Donc, on aura l'occasion de discuter tout ça avec lui. C'est vous connaissez, c'est un expert de Poincaré. Alors, je donne la parole à Mohamed Barhoumi. Mohamed, tu nous entends? Bonjour à tous. Tu Bonsoir. m'écoutes, Hamdi? Bonsoir, Mohamed. Oui, ça au Bonsoir, fait. bonsoir. Merci, Monsieur Abouhed. Bon, j'ai ou bien trois questions à poser ici concernant les relations entre mathématiques et physique. Bon, première question, euh, peut-on dire, ici, vous avez parlé de l'analogie ici en physique, peut-on dire que l'analogie ici euh, joue dans le champ physique un rôle comparable à celui de l'intuition mathématique? Ça, c'est la question numéro un. Question numéro deux, quelle relation entre l'analogie et d'autres notions structurantes en physique, de la physique contemporaine, comme la symétrie, par exemple, et nos modèles? Ça, c'est la deuxième question. Troisième question ici, peut-on dire que l'analogie, notamment dans sa figure hybride, redéfinit la frontière entre être mathématique et être physique et permet à améliorer la coopération épistémique dans les deux domaines, ici, mathématiques et physique? Ça, c'est la troisième question. Une dernière question ici, les équations, vous avez parlé des équations de Schrödinger et l'aspect corpusculaire ainsi que l'aspect ondulatoire des C. Peut-on dire ici que les équations dérivent-elles ce qui est
Euh, ou bien, l'être physique n'est-il que les équations rendre possible? Vous pourriez répéter la dernière? Je l'ai pas bien saisi. La dernière question, les décrire tel ce qui est. Ou bien, l'être physique n'est-il que ce que les équations rendent possible? Et merci, M. Abel. Merci à vous d'abord pour ces très belles questions. Alors, je vais les reprendre dans l'ordre. Est-ce que l'analogie joue en physique le même rôle que l'intuition en mathématiques? Alors, on pourrait le voir effectivement de ce point de vue-là, du point de vue heuristique, ce que je disais tout à l'heure, ça ouvre toutes les perspectives que l'on peut avoir, mais au-delà, avant même l'analogie, il y a d'abord le rôle de l'intuition elle-même en physique. Les expériences de pensée, qui ne sont pas des analogies, sont des expériences de pensée, où on joue, on prend des modèles joués, puis on essaye de voir quelles sont les, euh, les différentes contraintes ou les différentes caractéristiques qui peuvent émerger. C'est de l'intuition. C'est d'abord et avant tout de l'intuition en sciences physiques. Donc il y a d'abord un rôle de l'intuition en sciences physiques. Ce rôle de l'intuition, lorsqu'on ouvre ce capot, effectivement, on a à la fois ces expériences de pensée et on a aussi, peut-être de façon plus structurante, dans un second temps, les analogies qui interviennent. Mais tout ça participe de l'intuition en physique. Oui, de ce point de vue-là, ça rejoint totalement. Peut-être un complément de Ouais. la part d'Anne-François Schmitt. Juste une chose, il y a une définition très intéressante de l'intuition par Poincaré dans Sciences et méthodes. Il définit l'intuition comme un sentiment délicat de l'ordre. C'est très intéressant. Merci. La deuxième question, c'est le lien entre analogie et d'autres formes de mécanismes heuristiques, comme notamment les symétries. Là encore, il faudrait distinguer euh, la notion d'exploration quand on est dans une phase de production d'une théorie nouvelle ou d'un modèle nouveau, et sa phase de justification. Lorsque nous sommes dans une phase de production d'un modèle nouveau, on va avoir recours du coup énormément à l'intuition, on va avoir recours à des modèles joués, on va avoir recours à des expériences de pensée, on va avoir recours à l'analogie. Et ensuite vient la phase de justification. Et là, effectivement, on a besoin de structurer, de donner le cadre dans lequel va émerger ou sur lequel va reposer notre théorie ou notre modèle. Et c'est là où les symétries vont jouer un rôle fondamental. Si on reprend la relativité restreinte, dans un des articles d'ailleurs que j'ai publié dans la revue Al-Mukhataba, Ouais. euh, si Numéro on- 52. exactement, le, la formulation de la relativité restreinte par Einstein en 1905 est basée sur quatre postulats, dont un qui est celui de la limitation de la vitesse de la lumière dans tous les référentiels et l'identité de cette vitesse. C'est un des postulats. Il s'avère que depuis, depuis les années 70-80, on n'a pas besoin de ce postulat pour établir, pour faire émerger la relativité restreinte. La relativité restreinte est cette condition d'invariance de la célérité de la lumière, quels que soient les référentiels, émerge naturellement de la composition des trois autres hypothèses, qui sont des hypothèses ou des principes ou des postulats purement de symétrie. À partir uniquement de relations de symétrie, on peut, assez facilement d'ailleurs, mettre en évidence l'existence nécessaire d'une vitesse qui est à la fois limite et commune et invariante dans tous les référentiels.
qu'elle peut, dans une phase de justification ou dans une phase d'approfondissement d'une théorie ou d'un modèle, venir là comme structure fondamentale, mais pas du tout dans le même ordre que l'analogie. L'analogie est là pour nous permettre d'explorer l'univers des possibles, d'essayer de voir si des outils qu'on a déjà développés, qu'on a déjà entre nos mains, ben, ne pourraient pas être utilisés. D'ailleurs, quand Einstein passe de la relativité restreinte à générale et qu'il a besoin de faire des mathématiques en espace courbe, il n'invente pas des mathématiques, il va simplement piocher dans ce qui existe déjà. Quand on a cherché à modéliser, dans le cadre euh, de, pour modéliser l'interaction forte, on n'est pas allé chercher des outils mathématiques nouveaux, on n'a pas créé de nouveaux outils mathématiques, mais on est allé se servir dans des choses qui existaient déjà depuis LR. On a un bagage mathématique qui est déjà présent, on a un bagage de raisonnement physique, c'est-à-dire de mise en application de différents pans des mathématiques appliquées dans différents pans de la physique qui ont déjà eu des succès. Lorsqu'on est confronté à un problème nouveau, bah, avant d'essayer de trouver une solution nouvelle, on va essayer de voir est-ce que dans cette perspective d'une approche nouvelle, est-ce qu'on ne peut pas recycler des idées déjà existantes, des idées avec lesquelles on a déjà grandi de toute façon et des idées qu'on a en tête quoi qu'il nous arrive en tant que physicien. Et ensuite, il y a ce second temps, le temps où on a trouvé une solution à notre problème. Maintenant, il va falloir structurer épistémologiquement le tout. Et là, par contre, on a ce besoin effectivement d'avoir recours aux symétries. Donc d'un point de vue heuristique ou utilitariste, le rôle de l'analogie ou le rôle des symétries est bien distinct de ce point de vue-là. Ensuite, est-ce que l'analogie redéfinit l'être mathématique et être physique? Alors si ce n'est le redéfinir, au moins nous force à nous interroger dessus. Oui, complètement. C'est la discussion que nous avions tout à l'heure entre structure mathématique et structure physique. C'est ce que j'ai essayé de décrire un peu tout au long de ma communication. L'idée, effectivement, de nous interroger sur ce que nous entendons par le réel, ou par le monde physique. Et je fais le lien aussi, du coup, avec votre quatrième question, parce que c'est finalement une même question sous-jacente. Est-ce que ce que nous permettent de décrire nos théories physiques aujourd'hui, est-ce qu'il s'agit de modèles ou est-ce qu'il s'agit d'un discours qui nous dit déjà quelque chose du monde réel? On a l'argument de l'induction pessimiste, que vous connaissez sans doute en épistémologie, qui nous dit que toutes les théories ont toujours, à un moment donné, été réfutées. Elles sont toujours non seulement falsifiables au sens de Popper, mais elles ont toujours été falsifiées, toutes celles qui ont existé jusqu'à aujourd'hui. Et donc, d'un point de vue de l'induction pessimiste, même nos théories actuelles, un jour viendra où elles devront tomber en désuétude, au moins d'un point de vue épistémologique. Elles peuvent rester très utiles, mais d'un point de vue épistémologique, comme meilleure description du monde réel, elles vont sombrer. Et puis, vous avez aussi l'autre pan, l'autre mâchoire, si j'ose dire, du, euh, de l'épistémologie, qui est l'argument du miracle scientifique, qui consiste à dire que si nos théories physiques, si nos modèles ne nous disaient rien du monde réel, qu'elles sont censées décrire, approximer, etc., s'il n'y avait aucune relation, on parlait de relation tout à l'heure, entre nos théories physiques et le monde physique, s'il n'y avait rien qui est rattaché l'un à l'autre, alors toutes les prédictions que l'on fait et qui s'avèrent ensuite empiriquement validées ne seraient que des successions de miracles ou de coïncidences. Et donc cela nous force à avoir cette tension entre le fait de se dire, oui, les analogies nous forcent à questionner la différence entre être mathématique et être physique. Oui, l'épistémologie nous force à questionner et à distinguer nos modèles et nos théories physiques avec la réalité ontologique du monde qu'on cherche à décrire, mais en même temps se rassurer en nous disant que oui, il y a aussi quelque chose, une part de description réelle, au sens où je viens de le définir, entre nos théories actuelles et le monde qu'elles sont censées décrire. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. C'était très clair, je pense. Euh, Anne-Françoise, tu veux intervenir, réagir?
Abdelwaheb, je pense que vous inscrivez dans une démarche un peu qui me rappelle quelqu'un, Michel Paty, dans la matière dérobée. C'est vraiment une excellente démarche, c'est-à-dire on doit toujours être prudent, au sens de Abdelwaheb, prudent ontologiquement, à ne pas confondre la physique, les mathématiques et le réel. Il faut toujours travailler, construire la science avec cette autonomie d'espoir. Et la question de Paty, je me rappelle, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec lui, c'est-à-dire que les mathématiques ne sont pas quelque chose à part. Elles s'inscrivent, les mathématiques, dans le pouvoir de symbolicité ou de symbolisme qui, euh, qui caractérise un petit l'intelligence humaine. Donc, les mathématiques, ce sont un peu des procédés, tout ce qui développent des choses heuristiques, méthodologiques, pragmatiques, etc. Mais s'inscrivent quand même dans ce pouvoir de, de, de penser par les symboles ou par les truchements des symboles qui déborde un peu le cadre mathématique. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Je suis même totalement, effectivement, non seulement d'accord, mais en- en osmose avec ce qui vient d'être dit. Effectivement, les travaux de Michel Paty sur le symbolisme mathématique sont extrêmement puissants et surtout nous permettent d'entrevoir une forme aussi d'anthropologie des mathématiques. C'est-à-dire de voir aussi un lien sur une discussion qui est fondamentale de ce point de vue-là aussi, sur est-ce que les mathématiques sont davantage le reflet de l'esprit humain ou nous décrivent-elles quelque chose ou nous disent-elles quelque chose hors de l'esprit humain? Et de ce point de vue-là, ça renvoie effectivement à nos discussions parce que les sciences physiques sont justement cette double limite entre, ou cette frontière ou ce domaine entre d'une part un monde parfaitement mathématisé ou un monde purement mathématique, qui peut être soit un monde platonicien ou bien le monde de notre esprit, un monde où règne la logique et la perfection. Il n'y a pas d'erreur de mesure ni de chaos. Et puis de l'autre côté, eh bien, le monde réel que nous tentons désespérément de comprendre et d'appréhender. Et de ce point de vue-là, effectivement, si nous considérons les mathématiques comme uniquement un reflet de notre esprit, ben, dans ce cas-là, l'argument du miracle scientifique revient également à nous dire que, eh bien, effectivement, il n'y aurait pas de lien. Et alors, quelle serait ces extraordinaires prédictions qui s'avèrent exactes grâce aux outils mathématiques? Donc, effectivement, cette tension-là, elle est présente. La position que je défends n'est pas une position confortable. D'un point de vue du scientifique, j'aurais peut-être été beaucoup plus confortablement dans dans la perspective d'un physicien qui se dirait, mais bien évidemment que le monde physique tel que je l'ai décrit, c'est le monde physique réel. Euh, et en même temps, on a besoin effectivement de cet équilibre, de cette prudence épistémologique pour pouvoir à la fois euh, conserver toute la puissance prédictive des sciences que nous produisons, toute la vivacité d'esprit que nous mettons en scène pour pouvoir justement prédire des sciences et créer des modèles nouveaux, et en même temps cette prudence de se dire que quel que soit le chemin, il reste encore, la route sera toujours infinie. Absolument. Donc, je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à cette activité, à cette bravo à Abdelwaheb et bravo aux participants, bravo à tous ceux qui sont là avec nous à s'intéresser à ces sujets-là et à poser des questions. Donc, euh, je vous donne un rendez-vous le 6 avec Anne-François Smith qui va nous parler de l'hypothèse en philosophie, de son rôle en philosophie. Et, euh, Notamment, j'ai une date un peu importante, c'est le 13. On aura l'occasion d'inviter Francis Wolff, qui va nous parler d'un sujet un peu intéressant, différent, mais très important, comment définir la vie. Donc, on aura deux dates très importantes, le 6 avec Anne-François et le 13 avec Francis Wolff. Et je vous invite bien sûr à être parmi nous pour profiter à la fois
vous avez vu ce soir, qu'est-ce qui s'est passé avec Al-Fouad, et pour profiter d'abord, et ensuite pour se régaler, bien sûr. Ensuite, la conversation, Al-Mukhataba, c'est ça finalement le titre de la revue, Al-Mukhataba, Ouais. c'est-à-dire toujours la pensée par la conversation et par le dialogue. Et, Mm. euh, et voilà, c'est le principe de la revue. Bien sûr, Abdelwaheb, faute de temps, j'aurais pu vraiment poursuivre cette discussion. Il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire, puisque moi j'ai travaillé longtemps sur Quine, je sais que l'ontologie n'est pas simplement physique, c'est une méta-question, c'est-à-dire tout simplement, il y a l'ontologie un peu formelle, et puis est-ce on a le droit de se poser des questions un peu au sens ontologique, au sens de Quine, et ou bien on se limite à une position un peu physique. Ouais. Il y Oui. aurait une question aussi, ouais, vous pouvez ne pas y répondre, hein, est-ce que pour vous les mathématiques sont un langage? Alors, ils sont un langage, oui. Est-ce que ça se limite à un langage? Non. Non. C'est pas mal. C'est pas mal. Et puis, Abdelwaheb, vous nous avez entraîné sur un terrain très, on peut dire, miné. C'est les traditions arabes, c'est le retour au patrimoine à la fois philosophique et scientifique des Arabes. Et bien sûr, l'analogie peut être logique avec le syllogisme. Enfin, là, ça, soit au sens mathématique, on prend l'analogie, au sens des Grecs, etc. Et puis, en un sens un peu différent du syllogisme qu'on appelle d'analogie, un peu, qu'il s'agit de rester sur une démarche horizontale et comparer un peu le comparable. C'est une méthode qui a été très fructueuse dans le domaine du fiqh, et vous connaissez très bien. Donc cet intérêt, c'est toujours miné, intéressant, enrichissant, qui va ajouter et donner des apports, etc. Mais c'est un terrain sur lequel utiliser votre prudence pour ne pas tomber dans des glissements et surtout cette question des rapports entre réel, physique et mathématiques, parce que nous avons des traditions fortes dans notre patrimoine, je veux dire, de structurer le réel mathématiquement et d'intégrer les mathématiques dans la structure ontologique du monde réel, c'est-à-dire les frères en pureté, hein, pour faire plaisir à certains qui veulent qu'on utilise ça, non pas dire les frères de la pureté ou de pureté, mais les frères en pureté, c'est-à-dire pour eux, et leur modèle, c'était les mathématiques, c'était l'arithmétique, et c'était pas du tout la logique d'Aristote. Enfin, si, quand même, mais un peu. Mais ils mettent en avant les mathématiques. Mais c'est une démarche, comme on le sait très bien quand on lit La matière dérobée de Michel Paty, qui questionne Galilée, le fait de dire que la nature, c'est un livre écrit par les mathématiciens. Attention, il faut aller plus loin. Il faut pas tomber dans ce piège et dire que le réel est de structure mathématique, a une structure mathématique. Donc il faut aller plus loin que Galilée et opter plutôt s'engager dans une marche comme la vôtre ce soir, qui est beaucoup plus, je crois, adaptée, ajustée à l'esprit scientifique. Je ne veux pas laisser le mot de la fin à, à moi, je voudrais bien le laisser à Abdelwaheb et pour clôturer. Écoutez, que dire si ce n'est vous remercier. Merci encore infiniment pour cette invitation et merci à tous les participants pour vos questions, vos remarques qui m'ont énormément enrichi. Donc je repars aussi avec un beau bagage structurel. Donc merci infiniment. Et bien, écoutez, au plaisir du coup donc, de vous retrouver. Donc j'ai bien saisi et bien noté les dates du 6 et du 13. Merci à tous. Bravo. Merci infiniment. Voilà, merci. Donc, bonne soirée à tout le monde. À très bientôt le 6 et le 13 novembre. Très bien. Bonne fin de soirée à tout le monde et à très bientôt. Merci.